Il y a un de mes amis qui dit qu'écrire un roman, on commence à bâtir, c'est comme pour une maison. On bâtit la structure, après on revient, on met les murs, on fait la finition sur les murs, et après on rentre, on fait la décoration. Alors bonjour, je m'appelle Roxane Bouchard, j'habite au Québec, tout près de Montréal. J'écris de la littérature, du théâtre, des scénarios, mais je suis ici à Quai du Polar pour parler de mes romans policiers. À quoi servent les histoires pour moi? Ça dépend. Quand je lis un livre, j'aurais tendance à dire que c'est pour me détendre plus maintenant. Pour maintenant, quand je lis un livre, c'est pour faire de la recherche. Donc, je regarde la focalisation narrative, la construction des décors, je regarde la construction des dialogues, je regarde comment une histoire ou une scène, par exemple, met en place la narration intercale du dialogue, intercale du décor et comment tout ça fonctionne ensemble. Donc, aujourd'hui, la littérature, ce que je lis, me sert beaucoup de champ d'études, si je peux dire, et l'écriture me sert d'évasion. C'est drôle parce qu'on dit toujours que la lecture sert d'évasion. Moi, c'est l'écriture. Quand je regarde ce qui se passe autour de moi, qui est parfois un peu catastrophique, pas autour de moi immédiat, mais dans le monde, l'écriture, c'est un endroit où j'arrive à maîtriser l'univers, c'est-à-dire que mes méchants, je les connais, je suis capable de les maîtriser, ce qui n'est pas le cas partout dans la vie. Et c'est la même chose avec les décors, la même chose avec les dialogues. Donc, monter des personnages, créer des personnages, pour moi, c'est mettre en place un univers qui me réconforte, qui me rassure, parce que j'arrive peut-être à le maîtriser. Et c'est aussi un endroit où j'ai le sentiment d'être meilleure que la cuisine. Mes romans policiers se situent tous en Gaspésie. Il y a un enquêteur qui est d'origine mexicaine, qui est installé à Montréal depuis 30 ans, et puis il s'en va, au tournant de la cinquantaine, s'installer en Gaspésie dans un petit village pêcheur où, croit-il, il aura une pré-retraite tranquille. Ça reste à voir. Et mes romans, ils se situent en Gaspésie. Alors, comment je travaille dessus? Ce que je fais, première chose, c'est que j'y vais sur les lieux. Moi, j'habite près de Montréal. Entre Montréal et la pointe gaspésienne, il y a 12 heures de route à faire. Donc, il faut un peu que je m'expatrie pour aller à la rencontre des gens qui seront mes personnages. Donc, je me rends en Gaspésie, je vais rencontrer des pêcheurs. Parce que moi, mon enquêteur, ça va, je suis un enquêteur d'origine mexicaine. Bon, les techniques d'enquête, je vais les voir, on en trouve un peu partout. C'est pas très difficile de trouver parce qu'il y a des précis d'enquête de police. On peut rencontrer des enquêteurs. Par contre, les personnages qui sont autour de mon enquêteur, ça, c'est plus compliqué à inventer. Alors, je me rends en Gaspésie, je vais rencontrer des pêcheurs. Et le premier roman, il se situe dans l'univers de la voile. Donc, j'ai fait de la voile, moi, pendant plusieurs années. J'ai rencontré des pêcheurs sur les quais, j'ai rencontré des voileux qui partaient des semaines et des semaines durant. Donc, je pourrais pas dire que c'est des entrevues. En fait, ce sont des discussions avec ces gens-là où je les regarde rêver de la mer, parler de la mer. Même chose avec les pêcheurs. Je suis embarquée à bord de bateaux qui partaient à la journée. Je suis allée rencontrer, discuter de ce dont ils parlent en mer. Et je prends des notes sur tout ce que je vois. Et même chose après pour les autres romans que j'ai faits qui parlent de l'histoire des pêches. Donc, je vais rencontrer des pêcheurs, des pêcheuses. J'ai rencontré aussi des chasseurs de phoques parce que mon dernier roman gaspésien se situe dans l'univers de la chasse aux phoques. Je ne suis pas allée à la chasse aux phoques, rassurez-vous. Mais j'ai rencontré quand même des chasseurs de phoques. Et donc, je prends de l'information et je crée des personnages en rencontrant les gens. Et parfois, ça peut donner des mix un peu étranges. Par exemple, pour mon premier, je vous donne un exemple très concret de construction de personnages. Dans mon premier roman, j'avais rencontré un pêcheur qui s'appelle Cyril Bernard. Cyril a un problème respiratoire parce que quand il était jeune, il filait en motoneige à travers les champs. Et il y a une clôture de fil de fer, il a croisé une clôture de fil de fer, et il y a un fil de fer qui est arrivé vis-à-vis de la gorge. Il a été hospitalisé pendant 1 an et demi. Après, il a toujours eu des difficultés respiratoires. Alors, quand il parle... Alors, je vais te raconter des histoires, mais il faut que tu viennes à la pêche demain matin. Et là, ce souffle-là, je l'aimais beaucoup parce que moi, je mets en scène des personnages de pêcheurs qui aiment une femme et qui aiment cette femme-là à en mourir. Et quand elle arrive, cette femme-là, elle est morte. Et quand Cyril l'apprend, il fait
et c'est comme quelqu'un qui arrive pour se noyer et qui se sort de mer d'un coup. Donc, j'aimais beaucoup cette difficulté respiratoire-là qui illustrait sa difficulté à actualiser son amour. À côté de ça, je rencontre un type qui s'appelle Jack. Jack, lui, a un cancer du poumon et va mourir dans quelques mois. Et quand je lui parle, je lui demande « C'est quoi ton plus grand regret dans la vie, Jack? » Et il me dit « J'ai jamais planté de bleuets. » Je fais « Plante-en des bleuets. » Mais il dit « Non, ça marche pas comme ça. La première année, tu achètes la terre et il faut que tu mettes de la paille. La deuxième année, tu plantes tes plants. La troisième année, tu as du bleuet. » Et là, il dit « Il faut préparer la terre pour le bleuet, donc je ne pourrais pas planter de bleuet. » Il dit l'autre chose, j'aurais aimé aimer une femme comme ça, prendre le temps de l'aimer. Alors, ce que j'ai fait, j'avais pas besoin de 2 personnages. Donc, mon personnage s'appelle Cyril. Il va mourir du cancer du poumon. Donc, il a des difficultés respiratoires. Il rêve d'aimer une femme à long terme, comme on rêve de planter un champ de bleuets et de s'y habituer. Et ça devient un seul et même personnage, qui est un personnage de pêcheur. Donc, c'est comme ça que je fais ma recherche. Je fais ma recherche en allant discuter avec les gens, en prenant des photos, en prenant toutes les impressions qui me viennent. Il fait frais, il y a tel bruit, tout ça. Et quand je reviens chez moi, à partir de ce cahier de notes-là, je monte un premier fil d'intrigue et à partir de là, je vais retravailler chacune des scènes en retravaillant les personnages, en quoi ils sont utiles, pas utiles, en quoi ils peuvent être fondus l'un à l'autre. Et à partir de là, l'intrigue va se monter. Je construis, je m'excuse, la réponse est particulièrement longue, hein? Je construis, moi, en différentes strates de travail, c'est-à-dire que je vais commencer par faire un premier plan qui peut prendre 25 pages. Ensuite, j'imprime ce plan et à partir sur le plan, je vais prendre des notes et j'ai un cahier de notes à côté. Et le soir, par exemple, en fin de journée, ce que je fais, c'est que je relis les scènes que j'ai faites. Là, je me dis, OK, à partir de tel moment, ça marche plus bien. Et j'identifie tous les problèmes dans la scène. La focalisation narrative est mauvaise. C'est impossible que ce personnage-là décide de faire cette action-là car c'est pas logique. Ensuite, dans le dialogue, il y a comme une cassure désagréable. Alors, je fais toute la liste et je fais, OK, voici les solutions pour le lendemain. Il faudrait que je monte comme ça, il faudrait que tel personnage, on justifie son geste ainsi. Et ça me fait ma liste de travail, donc d'objectifs pour le lendemain. Le lendemain matin, tout ça, c'est écrit dans un carnet. Le lendemain matin, je me mets à l'écran, donc à l'ordinateur. Et à ce moment-là, là, je fais ce travail-là, j'avance la scène jusqu'à plus tard. Et ce sera la seconde partie de la scène qui sera critiquée pour le lendemain. Et au fur et à mesure que j'avance, j'écris en gros dans mes carnets « OK, OK », et je barre. Alors là, je sais que ça, c'est fait et que ma to-do list avance. Et alors, c'est comme ça que et quand j'ai fini une première écriture, je recommence. Parce que ça arrive parfois, tu sais, on arrive, par exemple, à la page 120, on fait « Ah, si le personnage était bègue depuis le début, ça pourrait expliquer. Et si tel autre personnage était kleptomane, on pourrait faire ceci, cela avec le personnage. » Alors là, je ne vais pas recommencer tout de suite. Je vais finir l'écriture en le mettant kleptomane ou bègue, peut-être. Et là, je vais terminer. Sauf que quand je vais recommencer, bien, il y a plein de trucs que je vais réajuster. Et à la fin, quand il y a un de mes amis qui dit qu'écrire un roman, on commence à bâtir, c'est comme pour une maison. On bâtit la structure. Après, on revient, on met les murs, on fait la finition sur les murs. Et après, on rentre, on fait la décoration. Alors, la dernière étape, l'étape de décoration, là, quand on arrive là et qu'il s'agit juste de peaufiner le style, j'avoue que c'est un grand plaisir d'arriver à cette étape-là. Comment... Le point de vue de narration. Il faut trouver le meilleur. Pour trouver le meilleur, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué et c'est beaucoup de travail. Et je dirais que là où le plus grand péché là-dedans, c'est de ne pas vouloir travailler une scène. Par exemple, si on a une scène qui fait 15 pages ou 25 pages, et à un moment, on se dit, si on changeait la focalisation narrative, ça serait meilleur. Si au lieu que ce soit l'enquêteur qui arrive sur la scène et qui voit les trucs, si quelqu'un le voit enquêter en cachant quelque chose dans sa tête, mais là, il faut les réécrire, les 25 pages. C'est le courage que ça prend.
Il y a un exercice que je fais faire à mes étudiants pour jouer avec la focalisation narrative. Je leur fais écrire une scène qui est toute simple. Par exemple, je parlais d'un pêcheur. On prend un pêcheur, on le fait entrer dans une boutique d'appât de produits de pêche pour aller s'acheter, par exemple, des gants. Bon, des gants de pêche. Alors, mon pêcheur, moi, je vous ai parlé de Cyril. Il a le cancer, il a un problème respiratoire. Il est ce matin-là un peu bougon. Il est un peu bougonneux. Alors, il arrive, il n'est pas très... Et là, il s'en va au comptoir. Et au comptoir, il y a une dame et il y a aussi un employé qui doit apporter les caisses de gants depuis l'entrepôt jusqu'à l'avant. Donc, il se présente à l'employé, la dame. La dame n'a pas de gants. Elle demande à l'employé d'entrepôt qui va en chercher. C'est tout simple comme scène. Donc, si on le fait du point de vue de Cyril qui arrive, qui est un peu bougonneux, qui bouscule un peu la femme, et après ça, la femme qui dit au jeune homme « va chercher la caisse de gants », et Cyril regarde le garçon partir en se disant « ça va être long », c'est une chose. Après, si on changeait la focalisation, c'est-à-dire on prend le point de vue de la jeune femme ou de la dame qui est derrière le comptoir, elle voit venir Cyril, mais là, il ne faut pas oublier qu'elle aussi, elle a une personnalité. Peut-être qu'elle est amoureuse de Cyril. Et quand il entre dans la boutique, elle est un peu brusquée parce qu'il est bougonneux ce matin-là. Elle veut faire vite pour l'aider et elle brusque le jeune homme pour qu'il aille chercher des gants. Donc, on a une autre focalisation qui nous dit autre chose. Et après, on fait le même exercice avec le jeune homme. Le jeune homme, lui, qui est en colère parce que son père est un pêcheur ennemi de Cyril. Il voit Cyril entrer. Il n'est pas très content de devoir servir ce type-là. Il fait semblant de faire autre chose. Il se fait bousculer par les... Et là, il s'en va chercher les gants. Il va prendre son temps pour aller chercher les gants parce qu'il va faire poireauter Cyril. Et juste changer ce point de vue-là nous amène à autre chose. Et après, si on revient et on réécrit la scène du point de vue de Cyril, en sachant ce que les autres personnages pensent, ça devient toute une autre scène, plus complète, plus complexe. Et là, après ça, on peut ajouter que la dame à la caisse, puisqu'elle est amoureuse et un peu nerveuse, fait tomber un truc. Le jeune homme, en s'en allant, va partir un peu vite et va claquer la porte. Donc, on ajoute de l'ambiance, on ajoute de la nervosité, on ajoute des gestes. Et après ça, on peut mettre un néon qui grésille, donc un éclairage un peu désagréable. On peut mettre une radio qui joue une chanson d'amour un peu western là-dessus. Et là, tout à coup, on a une ambiance qui arrive en connaissant bien chacun des personnages. Alors moi, c'est comme ça que j'essaie, quand je commence une scène, de me dire c'est quoi le meilleur point de vue? Parce que si je l'écris d'un point de vue et après, je suis obligée de la reprendre parce que là, ça me donne beaucoup de travail. Mais juste le fait de la penser comme ça, à un moment, je fais « OK, je pense que je peux rentrer là ». Comment structurez-vous une scène? Comment je structure une scène? Mais depuis 2 ans, 2 ans et demi, j'écris du scénario pour la télévision. Et quand on fait du scénario pour la télévision, il n'y a rien qui doit être perdu. D'ailleurs, tout le monde le sait, c'est un peu étrange quand on regarde certains films où les personnages se parlent au téléphone et se saluent pas avant de raccrocher. Voyons, ils ne se sont pas salués. C'est parce que ce sont des mots inutiles dans un scénario. Dans un scénario, on cherche l'efficacité. Par exemple, pour un scénario de 45 minutes, on va aller avec un texte d'à peu près 55 pages. Et là, on sait que à la page 13, il va y avoir une pause publicitaire. À la page 23, il va y en avoir une autre. Donc, il faut que tout soit très efficace. Et avant chaque pause publicitaire, il faut laisser une petite intrigue pour éviter que le spectateur change de... Ce qui fait que quand j'écris maintenant du roman, je pense en termes d'efficacité. Donc, ma scène, est-ce qu'elle raconte une histoire ou si elle est inutile? Parfois, on a envie d'écrire une scène parce qu'on la trouve belle, mais il ne se passe rien. Alors, chaque scène doit avoir au moins une information pertinente amenée par un personnage. Chaque scène doit avoir, sinon, un dialogue, au moins un discours interne du personnage. Donc, je dois faire avancer l'histoire, soit par le dialogue, bien sûr par l'information sur l'intrigue, mais aussi l'information sur les personnages qui portent une individualité. Ensuite, à la fin de chaque scène, il doit y avoir quand même un petit crochet ou un petit truc qui nous intrigue. C'est pas obligé d'être gros. C'est quelqu'un qui échappe une tasse de café. Là, on se dit,
ah bon, ça, elle a un rendez-vous ce soir, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais là, on vient de changer de scène, mais on reste sur une petite intrigue de rien du tout, mais ça fonctionne quand même. Alors, chaque scène est construite comme ça, avec des informations sur l'intrigue, sur les personnages, mais aussi une espèce de petit crochet pour ramener. S'il n'y a pas de petit crochet, là, je me dis, OK, mais s'il n'y a pas d'intrigue dans cette scène-là, ça veut dire que peut-être la scène est inutile. Alors, à quoi sert ma scène et comment je peux aller la rendre efficace? Est-ce que ça répond à la question? OK, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut enseigner l'écriture? Je pense qu'on peut enseigner des techniques d'écriture. Moi, j'enseigne la création littéraire depuis 15 ou 20 ans à des étudiants entre 16 et 20 ans. Et je leur enseigne des techniques d'écriture, mais je ne peux pas façonner un écrivain. Moi, je pense que ce que je peux enseigner, bon, on a parlé de focalisation narrative, de création de scène, on pourrait parler j'ai parlé aussi de création de personnages, on pourrait parler de dialogue. Un dialogue doit toujours avoir une tension en gradation, idéalement, à un moment, une inversion de tension, parce que si un personnage est en demande sur un autre personnage et accentue la demande, à un moment, il va écraser l'autre personnage. Donc, il faut que l'autre se redresse dans la scène et arrive à faire basculer la tension, idéalement. Donc, il y a des chutes de tension, on le sait à la fin des nouvelles. Donc, on peut jouer avec tout ça, sauf que moi, je ne peux pas créer l'imaginaire de quelqu'un. Il y a un de mes amis qui est un conteur qui dit on voit tous la vie à travers un kaléidoscope qui est fixe, qui est le nôtre. À partir du moment où on donne un petit côté comme ça sur le kaléidoscope, on vient de faire changer notre vision du réel. Et qu'est-ce que c'est de l'écriture? C'est juste une vision du réel faite autrement par une voix narrative qui nous raconte une histoire. Donc, il faut apprendre, je pense, à regarder le réel autrement, avec sensibilité, humour, férocité, peu importe, mais avoir sa vision à soi du réel et à partir de là, développer sa voix de créateur, sa voix de narrative. Qu'est-ce qu'on entend dans notre tête quand on raconte et comment on arrive à le transposer par écrit. Le reste, les techniques, bien, ça vient avec le temps. Mon conseil à un apprenti écrivain, lire beaucoup. Lire beaucoup et moi, j'ai des étudiants qui me disent « je veux écrire, mais ça ne m'intéresse pas la lecture ». Oui, c'est ça. Ça m'intéresse par exemple, de fabriquer des souliers, mais je ne veux pas en voir. C'est qu'à un moment, tu vas avoir besoin de t'inspirer de ce qui est fait ailleurs, de comprendre que la semelle va en dessous. Il va falloir, à un moment, que tu forges ton style en comprenant ce qui s'est fait ailleurs et en t'inspirant de ce qui s'est fait ailleurs. Parce que quand tu trouves un auteur extraordinaire, ça te met tellement au défi, c'est tellement fort. Tu lis un livre, tu fais « Ah, j'aurais voulu l'écrire. Comment je fais, moi, pour rentrer mon crayon dans quelque chose qui est aussi fort que ça? » Alors, lire beaucoup, ça, je pense que c'est la première chose. L'autre chose, je ne serais pas très populaire en disant ça, mais il faut maîtriser la syntaxe et la grammaire, parce que si tu n'es pas capable de maîtriser ton marteau et ton tournevis, tu ne seras jamais bon. Alors, maîtriser tous les outils qu'il y a à notre disposition. Puis l'autre chose, là encore, je ne serais pas très populaire, réécrire. Accepter de réécrire. C'est Boileau qui disait « 100 fois, remettez votre ouvrage ». Donc, c'est pas le remettre à quelqu'un, c'est se le remettre à soi-même et continuer de le refaire et de le refaire, parce qu'au fur et à mesure qu'on écrit, il y a des moments, il y a des scènes, là, moi, quand je les écris, je les trouve très mauvaises. Et je sais que j'ai besoin de cette scène-là, mais elle est très mauvaise. Et je ne ferai pas semblant qu'elle est pas très mauvaise. Je sais qu'elle est mauvaise, je vais continuer à avancer. Et à un moment, je vais la réécrire jusqu'à temps de me dire « OK, ça y est, je l'ai trouvée. » Puis là, elle peut être bonne comme ça. Mais livrer, parce que quand on écrit, si vous suivez des cours de littérature, j'imagine que c'est écrire pour les autres, éventuellement, pour la publication. Donc, si vous avez envie de livrer un manuscrit qui n'est pas fini ou qui est un peu mauvais, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vont juger ce manuscrit-là. Et si vous refusez de le réécrire, même si un éditeur le publie, peut-être que c'est les journalistes et les critiques qui vont vous dire que ça aurait mérité une deuxième écriture. Et ça va être un petit peu frustrant, peut-être, comme critique. Donc, c'est fou. Au fond, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut travailler beaucoup.
Bien, je l'ai beaucoup cru. Dernièrement, j'ai appris que l'intelligence artificielle avait volé 83 000, je crois, manuscrits pour forger son langage. Je dis voler dans la mesure où nous, personne n'a eu de droit d'auteur là-dessus. Et là, je suis allée voir et moi, tous mes titres ont été volés, donc par l'intelligence artificielle. Alors, si ça vous dit aujourd'hui, vous pouvez en demander à la machine de vous écrire un roman à la manière de Roxane Bouchard, avec vos enfants pour héros, qui se situerait, par exemple, sur la côte de la Bretagne. Alors ça, ce serait des façons de jouer avec l'intelligence artificielle et d'aller jouer avec mon langage. Sauf que les résultats, jusqu'à présent, j'ai des amis qui l'ont essayé, évidemment, pour me taquiner, et les résultats sont pas très bons. Éventuellement, les résultats seront excellents, parce que la machine avance plus vite que moi. Sauf que je pense qu'on va se lasser du langage de la machine et je pense que ma mère m'a dit dernièrement, ma mère, sage du haut de ses 80 ans, m'a dit si nous vivons dans une société où nous ne pouvons plus rêver et créer par nous-mêmes, que nous reste-t-il? Et je pense que moi, je veux pouvoir rêver, créer par moi-même, mais aussi continuer d'aller acheter les livres des gens qui me font rêver parce qu'ils sont eux-mêmes. Alors, je pense que ça va devenir un outil. Il va y avoir une mode à un moment de vouloir jouer avec ça, qu'éventuellement, ça va devenir un outil comme l'ordinateur, comme d'autres outils qu'on a à notre disposition. Mais je pense que notre grand défi, les auteurs et les créateurs, c'est de rester fidèles à ce que nous sommes capables de faire, c'est-à-dire rêver et faire rêver les gens. Et personne ne m'avait préparé à cette question-là. De quoi, de quel genre d'histoire avons-nous besoin actuellement? Je pense que c'est très personnel. Il y a aujourd'hui une lectrice qui est venue m'offrir un livre sur la beauté. J'ai trouvé ça extrêmement touchant parce qu'elle avait entendu une interview dans laquelle je disais que moi, ce qui me sauve, c'est la beauté. La beauté, quand je marche dans la rue, puis je vois, par exemple, une femme que je trouve belle, qui lance son écharpe par-dessus son épaule, et des élans comme ça de beauté qui me font du bien, qui me rassurent, qui me réconfortent. Et dans la littérature, je pense qu'on a besoin de beauté. Ça ne veut pas dire que la beauté, on ne va pas la trouver dans un trailer. Un trailer peut être terrible, mais à des moments, on voit qu'il y a une beauté dans l'écriture, une beauté dans la scène, une beauté dans la construction d'un personnage, et ça m'émerveille, ça. Alors, je ne sais pas de quoi exactement ont besoin les gens, mais moi, j'ai besoin de retrouver cette beauté-là dans la littérature et de m'en inspirer pour peut-être pour me dire qu'il y a un espace qui nous sauve, comme à tout le moins comme individu. Moi, ça me sauve, cette beauté-là. Et de la voir chez d'autres personnes, je me dis qu'il y a comme un espace qui est sauvegardé.